Cette vidéo présente la troisième partie de l'organisation des idées, celle que j'ai intitulée l'échelle de complexité. C'est une ouverture complexe de représentation mentale qui précise différentes modalités de reliance. Et cette échelle de complexité a été établie dans les années 92 à la suite de la lecture des tomes 1, 2 et 3 de la méthode d'Edgar Morin, puis penser Science en conscience, le livre qui a été écrit en 82. Alors, à propos de ces modèles qui permettent d'organiser notre pensée, nous avons un besoin de modéliser, conscient ou non conscient, et souvent nous utilisons des logiques métaphoriques pour préciser notre pensée. Nous faisons des transferts analogiques. Par exemple, le modèle de Carnot, la thermodynamique, a influencé Freud pour décrire sa représentation de l'inconscient avec des mots qui lui rappellent ceux de l'énergie, la pulsion, par exemple. Le modèle informatique, beaucoup plus récent, organise une autre façon de penser et propose des transferts analogiques. Par exemple, la PNL, la programmation neurolinguistique, et emprunte les modèles informatiques pour penser en termes de flux d'informations, etc. La limite des modèles, eh bien, c'est qu'il ne faut pas confondre la carte et le territoire. La carte n'est qu'une représentation pauvre du territoire. Le modèle cadre et filtre notre écoute, donc il donne une limite. À la fois il enrichit, car il permet de discerner, mais d'un autre côté, il limite à un champ d'action, à un projecteur, et nous devons apprendre à multiplier le nombre de projecteurs. C'est ce qui a été fait dans le premier module de cette formation, et nous allons maintenant être amenés à organiser les reliances entre ces différents filtres, entre ces différents regards. Limite des modèles aussi dans le cadre de la planification. Nous avons des agendas qui planifient le futur, mais nous pouvons les remettre en question chaque jour. Et à un certain moment, eh bien, la planification est purement illusoire, car les inerties du monde physique font que ce que l'on planifie ne devient plus réalisable. Et nous confondons le monde virtuel, celui de notre imaginaire, celui de nos espoirs, avec le monde réel, qui a ses propres inerties. Alors, nous pouvons positionner différents types de modèles qui essayent de décrire le réel. Le réel, comme André Comte-Sponville le dit, dès qu'on en parle, on l'a perdu. Donc, on va décrire la réalité, notre perception du réel, qui est une perception subjective, à l'aide de théories, la culture, les croyances, la recherche de vérité, des modèles théoriques, des modèles opérants. Et puis nous allons pouvoir aussi penser comment nous construisons nos modèles à partir d'autres modèles. Et là, nous sommes dans des métamodèles. C'est la modélisation, la construction du modèle, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans cette construction de l'échelle de la complexité. C'est une représentation de la façon dont nous pouvons construire nos modèles en fonction des choix et des contextes. Alors je vais repartir de deux phrases célèbres. La première, c'est celle d'Einstein. Nous ne pouvons résoudre les problèmes difficiles que nous avons rencontrés en demeurant au niveau où nous nous trouvions quand nous les avons créés. Et là, c'est passer d'une position à une position méta, prendre du recul. La deuxième phrase, suite de phrases,
et donc de John Char, le futur n'est pas le résultat de choix parmi plusieurs chemins différents offerts par le présent, mais un endroit qui est créé d'abord dans l'esprit et la volonté et ensuite dans l'activité. C'est le fait d'avancer qui crée notre futur. Notre futur imaginé est une mémoire du futur et déjà quelque chose de passé, de dépassé. Le futur n'est pas un endroit où nous allons, mais un lieu que nous créons. Et enfin, les chemins ne sont pas à trouver mais à construire, et cette activité change à la fois celui qui la produit et la destination. Et nous verrons que souvent, nous sommes figés, contraints par l'atteinte d'un but, d'une cible, alors que le chemin nous obligerait logiquement à changer la cible. Et je préfère de loin cette phrase qui est complémentaire à ces propos de John Char, qui est que la cible éclaire le chemin qui la construit. Plus on avance, plus la cible se déforme, se transforme. Alors nous avions donc représenté les différentes ouvertures dimensionnelles des modèles simples de la pensée moniste, binaire, des modèles à 3 dimensions, des modèles à 4 dimensions, à n dimensions. Et maintenant, donc, nous allons construire une cartographie des modalités de reliance, l'imbrication des modèles multipolaires à travers la pensée par processus, et puis, comme première étape, et ensuite, nous allons complexifier cette pensée en partant des modèles les plus prédictifs, les plus déterministes, en allant aux modèles les plus émergents, les moins prédictibles. Et nous regarderons donc une application au modèle de décision, qui est l'un des modèles les plus imprédictibles qui soit. Et enfin, nous ferons un petit retour sur le cœur de la méthode de Garmorin en observant le choix des paradigmes qu'il nous a proposé comme outil de réflexion en la construction de nos représentations. Alors donc, nous allons nous engager dans cette ouverture complexe d'imbrication des modèles à multidimensions qui pourront être reliés par un certain niveau de construction et de processus de compréhension, mais qui pourront être communiqués à un autre niveau pour les rendre accessibles. Et la pensée par processus, si elle est finalement assez simpliste, est d'un autre côté très accessible à beaucoup de personnes. Par contre, des modèles systémiques ou des modèles paradoxaux sont beaucoup plus difficiles d'accès. Et le modèle chaotique, qui est l'un des plus difficiles, pourrait être, une fois exploité en termes de conception, de construction d'une représentation, traduit dans une approche par processus, de façon à transmettre et à rendre ceci beaucoup plus accessible. La contrepartie, c'est que les personnes qui ne possèdent pas ces outils de représentation ne seront pas acteurs directs sur la construction du modèle. Nous allons partir de quelque chose de relativement simple, concret, qui est la production d'un gratin dauphinois. Et ce gratin dauphinois, eh bien, pour le réaliser, il nous faut un certain nombre de données d'entrée, des pommes de terre, de la crème, du sel, etc. Et puis nous avons à produire un gratin qui aura un goût, une onctuosité, une qualité, une quantité, et qui caractérisera la mesure de performance. Et cette mesure de performance permettra d'améliorer le processus qui va se décliner à un certain nombre d'étapes, éplucher, laver, couper, mélanger, cuire, avec des ressources
méthode, la recette, des moyens, le four, le plat. Un cuisinier qui aura la compétence de réaliser chacune de ces étapes. Et puis le cuisinier qui aura aussi une mission de pilotage en observant les températures et les temps de cuisson, qui seront les indicateurs internes du processus, ou indicateurs par exemple de l'étape cuire. Et ce processus pourra être amélioré en regardant la performance obtenue, donc un indicateur de résultat qui pourra par cumulation venir modifier la recette et la pratique de la recette, c'est-à-dire la ressource même et la compétence du cuisinier, pour pouvoir améliorer ce produit. La mesure pouvant être uniquement réalisée à partir de ce qui a été produit, on va dire qu'elle va être de type intégratif. C'est-à-dire qu'on va intégrer un certain nombre d'expériences de gratin réussi, plus ou moins, pour pouvoir améliorer ce gratin. L'avantage d'un processus de ce type, c'est qu'il suffit de très peu de choses pour faire changer le produit. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence entre un gratin savoyard et un gratin dauphinois? Eh bien, dans l'un, il y aura de la crème et dans l'autre, il n'y en aura pas. Par contre, l'ensemble du processus sera un invariant. Alors, si nous prenons un peu de recul, un processus, il se formalise en quelques informations. Quel est le besoin? Quel est le but? Quoi? C'est la description de la mission du processus. Et puis, cette fameuse mesure de la qualité du produit réalisé qui va permettre d'améliorer de manière intégrative ce processus. Alors, encore une petite précision. Donc, nous allons avoir dans un processus un pilotage, des méthodes, des ressources, des compétences, des données de sortie, une mesure, un processus de correction, des corrections, et bien entendu, dans les données d'entrée, des consignes. Voilà, en gros, la pensée par processus, qui est un système simple, très simple, intégratif, qui est déjà beaucoup plus puissant qu'une approche déterministe du type cause-effet. En effet, le processus peut s'améliorer dans le temps, s'adapter aux besoins. Donc maintenant que nous avons eu cette première introduction avec les processus, nous allons revenir à l'échelle de complexité. Et le premier barreau de cette échelle, eh bien, c'est le modèle cause-effet, avec un effet qui est la flèche la plus à droite, qui est causé par une cause qui elle-même va se décomposer en sous-causes, et nous allons voir du côté gauche les causes racines qui vont produire l'effet final. Ce premier modèle de complexité ne permet pas l'intégration. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de boucle. Nous sommes en boucle ouverte. Alors, quelques paramètres qui sont associés à ce niveau de complexité. Il y a un déterminisme total de la cause qui produit l'effet. Les causes sont indépendantes. La quantification, la mesure et l'objectif vont permettre de savoir si on a atteint ou pas notre objectif. Et nous allons utiliser par exemple la loi de Pareto, loi des 80-20, c'est-à-dire que si l'on veut pour résoudre par exemple un problème, si l'effet est le problème que l'on veut faire tomber, réduire, eh bien on sait qu'en prenant la cause racine principale, en prenant 20% des causes, eh bien nous aurons fait tomber 80% des effets. Il y a une objectivité évidente, le processus ne dépend pas, le déterminisme, pardon, ne dépend pas des acteurs, et l'efficacité par traitement des causes à pondération élevée permet donc de minimiser les moyens
on va traiter sur 20 causes présentes, on va traiter une cause ou deux pour avoir, par exemple, une réduction de 80% de la problématique abordée. Le niveau 2 de complexité est le niveau de modèle systémique. Là, nous ne sommes plus en boucle ouverte, mais en boucle fermée. Si je revenais sur le modèle cause-effet de la première échelle, dans la représentation occidentale, le problème qui est en sortie ne peut pas se retrouver en entrée. Par contre, dans le modèle japonais, qui est immédiatement systémique, dans ce que l'on a appelé le diagramme d'Ishikawa ou l'arête de poisson, eh bien, un problème peut se trouver en cause racine. C'est-à-dire que le problème crée le problème. Et là, nous avons donc un système, un modèle systémique avec boucle fermée. Donc, le modèle niveau 2, modèle systémique, a plusieurs variantes. Et nous avons vu que tout à l'heure, le processus était le premier niveau de ce modèle systémique. Alors, le système peut se réguler de différentes façons. Le processus est un mode de régulation intégrative. Il y a d'autres modèles qui sont, par exemple, les modèles de régulation PID, qui sont liés à une mesure sortante, mais qui prennent en compte une réaction proportionnée à la dérive, intégrative ou dérivative. On peut filtrer les bruits. Il y a dans ces modèles de régulation une notion de circularité. Nous pouvons aller à une étage un peu plus, disons, difficile à appréhender, c'est toute la question du modèle biologique, la capacité d'homéostasie et de conservation d'une structure globale alors que les éléments sont constamment en situation d'adaptation. La notion d'équilibre, par exemple, l'équilibre du corps est réalisé par un ensemble de déséquilibres permanents. La colonne vertébrale est un ensemble très mobile qui est maintenu dans une position verticale grâce à l'action continue et à la régulation continue d'un ensemble de muscles qui lui permettent de conserver sa structure et sa forme globale. Henri Laborie, dans la nouvelle grille, donc livre déjà bien ancien, nous a ouvert toute une richesse de représentation en séparant dans les flux d'information l'information circulante et l'information structure. L'information structure, par exemple, c'est l'ADN qui va programmer le fonctionnement de la cellule, qui va être la mémoire et la recette de duplication de la cellule, donc qui est une information structurante. Et la cellule reçoit par ailleurs beaucoup d'informations, et elle va être ouverte à certaines informations et fermée à d'autres informations. L'ouverture du système peut être au niveau information, au niveau énergétique. Donc là, nous avons des paramètres de modélisation qui deviennent de plus en plus pertinents, fins et qui permettent de bien discerner différents niveaux de complexité. Enfin, les modèles informatiques. Nous avons eu, jusque vers les années 80, une grande pratique de la programmation structurée, qui était une programmation de type déterministe. Chaque programme était décomposé en sous-programmes qui avaient ses propres données d'entrée et ses données de sortie dans une structure globale hiérarchique, arborescente, avec des démarches séquentielles. Puis nous sommes passés à la programmation en langage objet, avec des classes d'objets, avec des propriétés héréditaires et des propriétés de personnalisation contextuelle à certains niveaux
de classes d'objets, la gestion d'événements, simultanéité, aide contextuelle sont liées à cette capacité du langage objet de pouvoir à la fois économiser beaucoup d'informations en utilisant les propriétés héréditaires et cette capacité à avoir de l'adaptation en fonction du contexte, par exemple l'utilisation de la souris, qui sur un dessin ne donnera pas les mêmes performances ni méthodes que en pointant un texte. Donc voilà pour le niveau de complexité de l'échelle de niveau 2, donc la famille des représentations systémiques. Le niveau d'échelle 3 sort de modèles plus ou moins déterministes, qu'ils soient cause-effet ou systémiques, pour aller sur des modèles de type paradoxaux. Alors, le niveau 3 va relever de plusieurs familles de modèles. Il va y avoir les modèles de l'énergie, du mouvement et de l'interdépendance des niveaux. Comment la cellule interagit avec l'organe qu'elle constitue. Comment le cerveau, par exemple, qui n'est pas un organe, mais qui est un système à lui seul, qui comprend beaucoup de composantes, de noyaux qui sont en interdépendance. Plus on s'aperçoit qu'on peut localiser une fonction dans un petit groupe de neurones, plus on s'aperçoit que ce petit neurone ou petit groupe de neurones va être en interférence très complexe avec d'autres familles, d'autres assemblées de neurones. Donc ça, c'est une première façon de représenter les modèles du vivant. Une deuxième façon, ce sont les modèles de l'hologramme et de la fractale. Donc l'hologramme, c'est cette capacité qu'une partie a de contenir l'ensemble de la structure, et vice versa, l'ensemble de la structure contient chacune des éléments constituants. Et on peut dire d'une certaine façon que le tout est plus que les parties, mais chaque partie est plus que le tout. Prenons dans l'exemple de l'individu. L'individu est constitué d'un certain nombre d'organes, de tissus et du cerveau. Si on se penche sur le cerveau est beaucoup plus que l'individu, puisqu'il est à la fois la représentation de l'individu à l'instant T, plus, dans une deuxième cartographie, il est la représentation de l'individu dans une posture à l'instant T plus 1, qui va être l'évolution de la posture. Par exemple, on va changer le regard de position. Et il va y avoir un troisième niveau, qui va être la cartographie des effecteurs qui vont produire le changement, qui vont le conduire de l'état 1 à l'état 2. Donc on peut dire que d'une certaine façon, le cerveau contient la représentation de trois individus, celui de l'instant T, celui de l'instant T plus 1, et celui des effecteurs qui vont agir sur l'ensemble des composantes de l'individu et qui vont permettre d'aller de l'instant 1 à l'instant 2. Alors, le modèle de l'hologramme peut parfois se confondre avec le modèle fractal. Le modèle fractal, c'est l'identification d'un processus, d'un système, qui devient un invariant, quel que soit le niveau d'organisation. Donc c'est un facteur de réduction de la complexité qui est utilisé dans le langage objet, par exemple, avec des fonctions d'hérédité. Nous pouvons combiner et l'approche hologrammique et
et l'approche fractale. Par exemple, nous avons un problème de société, prenons celui de l'éducation. Nous savons qu'il y a des problématiques importantes quant à la façon de penser les contenus des programmes scolaires. Mais ces programmes scolaires sont aussi dépendants des besoins de la société en termes de besoins professionnels, en termes de besoins vitaux, culturels, etc. Et nous avons eu un tout petit problème par rapport à ce grand problème qui a été celui de la réorganisation des rythmes scolaires. Eh bien, si on a une approche hologrammique, eh bien on va se dire que si on traite à fond le problème des rythmes scolaires, on va être obligé de repenser à la fois l'ensemble des programmes, mais aussi l'ensemble des finalités de notre société. Donc il suffit de traiter un problème pour avoir à traiter l'ensemble des problèmes. Donc ça, c'est la dimension hologrammatique qui permet de se concentrer sur peu de problèmes pour pouvoir faire progresser une structure, une organisation. Et dans l'autre sens, la fractale va permettre d'identifier dans chaque problème le système invariant qui fait que quand on aura identifié ce problème invariant, on va pouvoir, par la solution proposée, l'appliquer à différents niveaux avec le minimum d'énergie, maximum d'efficience. Alors, nous avons aussi les modèles vibratoires et les résonances, qui sont encore une autre famille de représentation. Par exemple, une assemblée de neurones va être beaucoup plus performante et puissante en action quand l'ensemble de ces neurones vont être synchronisés, vont entrer en résonance. Enfin, il y a ensuite les modèles paradoxaux. Alors, modèles paradoxaux de deux types. L'un, c'est par exemple, pour une prise de décision importante, se mettre en situation d'impossibilité de décider, en équilibrant par exemple une approche binaire, autant de facteurs favorables que de facteurs défavorables pour aller dans un sens, de telle manière à ce que le cerveau ne puisse plus être prisonnier d'un raisonnement, mais faire appel à tout ce qu'il a pu engranger pour pouvoir prendre des décisions optimales. Et on va travailler avec l'intuition et la maturation de l'information dans le non-conscient. Puis un autre modèle paradoxal qui consiste dans un environnement très complexe à faire simultanément deux choses complètement opposées. Par exemple, mettre du déterminisme, du dirigisme et laisser la porte ouverte à la liberté. Prenons le cas d'une réunion, d'une conduite de réunion, bien l'animateur va pouvoir par exemple imposer un rythme et une logistique très précise dans le respect des temps, des consignes, et va pouvoir ouvrir complètement en termes de contenu. Donc il va être très dirigiste sur la logistique et très ouvert sur le contenu. Il va être aussi très précis et très directif sur le démarrage et sur la fin de la réunion, de telle manière que l'on ait, à la fin de la réunion, atteint les objectifs. Mais entre les deux, il va y avoir une grande ouverture. Donc ce modèle-là, on l'appelle l'ago-antagonisme, fait l'un et son contraire. Et maintenant, nous allons aborder le quatrième niveau de complexité qui caractérise les modèles émergents, l'innovation. L'innovation de rupture, l'innovation qui change complètement le modèle initial en un nouveau modèle. Une nouvelle réalité qui n'était pas imaginable avant et qui va se concrétiser par le vécu, par le cheminement. Nous ne pouvons absolument plus prévoir ce qui va arriver concrètement. Nous pouvons l'espérer, nous pouvons l'imaginer, mais tout ça fait partie de la mémoire du futur, donc de quelque chose qui a déjà été dépassé par l'action que l'on engage, par l'ensemble des actions que l'on engage.
Alors, un modèle que j'ai placé ici, qui est l'émergence et le sens, c'est-à-dire le modèle qu'on a déjà vu plusieurs fois, ESF, hein, la notion de construction du sens, le pourquoi, le besoin, le diagnostic, le futur que l'on espère, donc le pour quel but avec des S, on a plusieurs buts, et puis l'objectif qui est l'étape intermédiaire, et en dessous, il va falloir se poser la question de comment avancer avec l'étude des freins à l'atteinte de l'objectif et l'étude des solutions qui vont permettre de faire tomber ces freins et de progresser. Ce modèle de l'émergence et du sens, en fait, est une façon de représenter notre problématique au sens large et va être applicable dans tous les niveaux de complexité. Mais il est d'autant plus important de le préciser au niveau 4, car nous ne savons pas ce que sera le futur. Donc il faut que l'on soit très clair sur ce que nous attendons pour pouvoir le faire advenir au mieux. C'est un modèle essentiel, ou sous-modèle essentiel pour les modèles d'apprentissage, de communication, de formation et d'acculturation. Dans le développement personnel, le travail concernant les solutions, les recherches de stratégies, etc., sont beaucoup moins importantes que la clarification du but que nous voulons, ou des buts que nous voulons atteindre, car à partir du moment où ce but est exprimé de façon claire et positive, le cerveau, je rappelle, ne sait pas traiter de problèmes négatifs, eh bien, le cerveau, de manière non consciente, va nous permettre de collecter à chaque instant les informations qui vont pas à pas nous conduire vers ce but. Une autre façon de modéliser, c'est de sortir des modèles d'état pour aller vers des modèles de transformation. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de passer d'une logique de processus à une logique de flux. Nous pouvons passer d'une logique d'organigramme à une logique d'évolution des structures. Toute structure vivante, qu'elle soit au niveau de l'individu, d'un collectif, d'une organisation, a un modèle vivant, c'est-à-dire un modèle où il y a une naissance, un développement et une fin. Et penser en termes d'évolution d'état, c'est-à-dire donc en termes de flux, en termes de transformation, de métamorphose, va être profondément différent d'une représentation en modèle d'état, stable, permanent. Le modèle de transformation est le modèle qui nous permet le mieux de visualiser les mutations qui vont dans notre société transformer notre façon de vivre. Quelles que soient les décisions que nous prenons, nous sommes transformés autant que nous transformons la société dans laquelle nous vivons. Donc, évidemment, on va avoir des modèles relatifs aux influences et aux principes d'auto-organisation, et puis les modèles de métamorphose, de la théorie du chaos et des bifurcations, qui sont les modèles les plus émergents que l'on peut imaginer. Donc nous revoyons là les 4 niveaux de complexité, le modèle 1 qui est le plus déterministe, les modèles 2 qui sont systémiques, qui sont aussi déterministes mais à un niveau beaucoup plus adaptatif, avec des notions de régulation et de consignes à respecter, les modèles paradoxaux qui nous permettent d'évoluer dans des contextes où nous avons peu de maîtrise et qui sont faiblement prédictibles, et les modèles émergents qui sont effectivement les modèles les plus complexes, donc les moins prédictibles possibles. Dans ce dernier niveau d'indécidabilité du futur, de complexité maximale,
d'incertitude maximale, eh bien, la prise de décision est un exemple clé de ces modèles non prédictifs. Nous avons déjà beaucoup parlé des modèles de décision comme des processus pour simplifier le langage, mais globalement, on peut aller encore plus simplement qu'un processus, définir la décision comme un ensemble de critères de décision, une modalité de décision. Par exemple, on va avoir besoin de réaliser un consensus ou un vote, etc. Nous allons partir d'une synthèse d'informations construite par l'organisation et nous allons mettre en œuvre l'action proposée par l'organisation. C'est un schéma élémentaire. Eh bien, ce modèle élémentaire de décision que j'avais dans un autre temps décomposé en collecter, évaluer, décider, communiquer, surveiller, eh bien, va constituer un système d'un ensemble de micro-décisions qui vont aboutir à la décision globale. Et ce système-là est un système hautement imprévisible quant à ses résultats. Je vais reprendre ici deux schémas qui ont été proposés par Jean-Louis Lemoine dans son livre Les modèles de décision complexes, où l'on voit que dans un premier temps, la réalité ou le réel, qui va se traduire en réalité perçue à partir d'informations brutes, va nous permettre de formuler un problème, d'identifier le décideur qui va décider des finalités, qui va décider de décider, qui va décider de s'informer, et qui va modifier l'organisation de telle façon à ce qu'elle décide d'agir pour transformer, dévier le réel. Les acteurs de la décision sont nombreux. Et nous pouvons complexifier un petit peu ce modèle en distinguant la réalité perçue et la réalité voulue, la finalité. Et nous voyons que décider des finalités, c'est autre chose que décider de s'informer, que décider de revoir le modèle de décision et des stratégies que l'on peut engager. Et puis on va avoir le modèle de décision pour décider des critères de décision. Et enfin, on va avoir toute la panoplie d'outils qui vont nous permettre de décider, d'agir et de décliner cette décision initiale en action concrète pour transformer la réalité. Et enfin, je vais aborder d'une manière très rapide quelque chose qui est issu de la mathématique des bifurcations, de la théorie des catastrophes de René Thom, qui est l'idée que nous vivons dans imaginez un drap qui fasse un pli, eh bien nous vivons dans une partie de ce drap, qui est une partie colorée en jaune, qui a dans la première modernité permis de sortir du monde de la magie, des théocraties, pour aller dans un monde de la dualité où on a séparé la raison et la croyance. Une deuxième modernité qui s'est transformée, enfin une deuxième phase de la première modernité qui s'est transformée en phase de démesure à partir du XXe siècle avec ce que l'on a connu des deux grandes guerres, mais aussi avec l'accélération folle des transformations de notre société et avec son dernier avatar qui est la transformation par la révolution numérique. Et nous avons peut-être l'idée qu'en ajoutant une petite couche verte de l'écologie, que nous pourrions continuer à maîtriser cette seconde modernité, à la ralentir. En fait, il y a peut-être une autre solution qui me paraît beaucoup plus probable, c'est que nous sommes sortis de ce plan jaune et que nous allons aller vers un plan vert
et que ce qui réunit le plan vert et le plan jaune, c'est un pli que nous sommes absolument incapables de franchir d'une manière raisonnée. C'est là le chaos, c'est là la catastrophe, c'est-à-dire le fait que nous allons vivre une période d'incertitude très longue où il va falloir réadapter un certain nombre de choses, un certain nombre de façons de vivre pour pouvoir trouver dans plusieurs générations un nouveau type d'équilibre. La mécanique des bifurcations, la mathématique des bifurcations, pourrait par métaphore, se comparer à un électron qui tourne autour de son noyau et qui, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, va changer d'orbite et va trouver une autre orbite de rotation. Eh bien, la catastrophe, c'est ce qui va permettre de passer d'une orbite à l'autre, et ceci est complètement imprévisible. Eh bien, ce que nous pouvons vivre en ce moment peut être perçu soit comme une continuité que l'on va essayer de réguler, et là nous allons nous installer dans un système de représentation régulé, donc les modèles systémiques qu'on a vus en 2, éventuellement en 3 paradoxaux, ou alors dans un modèle complètement chaotique où les lois de la systémie, où les lois du déterminisme ne marchent plus du tout, et il va falloir donc penser autrement le modèle, et on voit à ce moment-là qu'il est clair que le questionnement sur la posture méta de comment je pense ce que je pense, est essentiel à expliciter et à partager. Nous terminons donc ainsi cette troisième partie de l'organisation des idées par cette prise de distance et de réflexion méta sur la façon dont on pense ce que l'on pense. Et il est évident que les différents quadripoles que l'on a pu imaginer peuvent être reliés de manière déterministe, cause-effet, peuvent être reliés de manière séquentielle, peuvent être reliés de manière parallèle, peuvent être reliés de manière systémique, peuvent être reliés de manière paradoxale et peuvent être reliés de manière chaotique. Le modèle chaotique peut être représenté par exemple une analyse bipolaire où l'indice de risque, qui est le produit de plusieurs facteurs multipolaires, va être constitué pour chacun des facteurs de possibilités en évaluant les enjeux de façon géométrique, de facteurs menaces très importantes, menaces moins importantes, menaces faibles, de postures normales et d'opportunités faibles, d'opportunités fortes, qui vont faire que quand on aura le produit de ces différents facteurs, ici il y en a 6, eh bien l'indice de risque va varier de manière exponentielle, hyperbolique, entre des valeurs très importantes où, par exemple, la menace et le danger seront associés au plaisir très important, et où la sécurité et l'ennui seront de notre côté très importants. La posture en équilibre, qui va équilibrer les risques au niveau optimal et risque 2 d'anticipation, va être une valeur 1. Autour, dès qu'on dépasse la valeur 1, eh bien, on va prendre des risques importants, de menaces importantes liées aux expositions, ou alors des risques importants liés à l'ennui et la déconcentration. Dans cette nouvelle vue, il y a la synthèse de ce que Edgar Morin a appelé le choix des paradigmes. D'un côté, le paradigme de la simplification. Nous avons une causalité linéaire, un déterminisme universel, une étude du général et un rejet du particulier.
le tout est la somme des parties, la prise en compte du quantifiable et des objets, le rejet de l'événement, l'autonomie est inconcevable et l'observateur ne fait pas partie de l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience n'est pas influencée par l'observateur. À ce paradigme de la simplification, qui est, disons, très caractéristique de l'approche scientifique, nous avons le paradigme de la complexification, où nous avons des causalités imbriquées, de la dialogique, c'est-à-dire qu'il y a différentes logiques à faire communiquer. Il y a de l'ordre, du désordre, de l'organisation, qui est lui-même un triangle systémique. Il y a des concepts d'autonomie et d'auto-organisation. Il y a une complémentarité du particulier et du général. Le tout est plus que les parties, et réciproquement. L'objet distingué et intégré à l'environnement, c'est-à-dire que l'objet n'est pas pris complètement séparé, isolé de son environnement. Il y a la prise en compte des événements et l'observateur fait partie de l'expérience. Alors nous voyons que entre ces deux extrêmes, le processus de décision entre choisir le paradigme de la simplification ou de la complexification, qui est là binaire, a été développé d'une manière beaucoup plus variable dans cette échelle de la complexité à 7 niveaux globalement présentés dans cette vidéo. Nous pouvons constater, par exemple, que la complexification est très représentative d'une démarche d'analyse psychanalytique, alors que la simplification serait complètement inadaptée à la modélisation d'une pratique psychanalytique, à titre d'exemple. Et nous nous acheminons vers la conclusion. Les représentations mentales condensent l'information et l'enrichissent les pensées intuitives. L'ouverture dimensionnelle est une porte royale pour améliorer les techniques d'écoute. L'ouverture complexe accroît les compétences, minimise les énergies et facilite l'accommodation à la diversité. Et le développement des modèles s'autoconstruit. Le cheminement que nous avons fait, effectivement, est un métamodèle sur la façon dont on peut représenter nos façons de réfléchir, de raisonner, de dialoguer et d'organiser nos différentes logiques.